Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Nous sommes en direct sur RTI. Voici les titres de cette édition. 491 526 candidats affrontent ce mardi les épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CEPE, marquant ainsi le démarrage des examens scolaires à grand tirage. Le vice-président de la République, Daniel Cablon-Duncan, est arrivé en Belgique où il prendra part à l'édition 2017 des Journées européennes du développement GED. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lui, est en visite au Cap-Vert. Pascal Abinan est allé s'imprégner de l'expérience de ce pays pour réussir la modernisation de l'administration ivoirienne. Voilà, nous vous le disions à l'instant, 491 526 candidats affrontent ce mardi les épreuves écrites de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CPE, marquant ainsi le démarrage des examens scolaires à grand tirage. Ils sont répartis dans 1953 centres d'examen sur l'ensemble du territoire ivoirien. Godefroy Okambawa, Adrienne Grascando. Il est 7h10. Nous sommes à l'école primaire publique Cocody 2. Accompagnée de sa mère, Louise prend part au premier examen de son cursus scolaire, le certificat d'études primaires élémentaires. Je suis très stressée parce que je veux avoir mon examen pour entrer dans l'école Sainte-Marie. Un peu plus loin, un groupe d'élèves en pleine méditation avant le démarrage des épreuves. L'heure est à la prière. Nous voulons confier cette journée, la composition de nos candidats au Seigneur. 7h40, la responsable du centre donne les dernières consignes. Il faut faire très attention, signer les feuilles des enfants. Vous avez compris? Donc, comptez en ordre, les absents et tout ça. 8h, la sirène donne le top départ des compositions. En exploitation de test, c'est facile. Je trouve que c'est pas difficile. Je compose ce matin. J'espère que tout est facile et que je vais réussir. Dans cette salle de 27 candidats, une femme, la soixantaine révolue, attire notre attention. J'ai fait coup de soir ici, venir composer aujourd'hui pour avoir aussi mon CP. J'ai reçu aussi comme mes amis. C'est pour cela que je suis là ce matin. Et je vais aller jusqu'au bout. Au groupe scolaire Cité des Arts, le constat est le même. Tout se déroule bien sous la supervision des forces de l'ordre, selon la responsable du centre. Les examens se déroulent bien. Les épreuves sont arrivées à temps. Nous avons commencé à l'heure prévue. Jusque-là, tout va bien. Le certificat d'études primaires élémentaires CPE marque le démarrage des examens scolaires à grand tirage en Côte d'Ivoire. 491 526 candidats prennent part aux épreuves dans 1953 centres d'examen. Les résultats sont attendus le 17 juin prochain. Nous allons nous rendre à Bouaké pour voir comment se déroulent ces épreuves du certificat d'études primaires élémentaires CPE. Et c'est avec Soro Corona et Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel de RTI Bouaké. Plus de 5400 candidats repartis dans 19 centres d'examen de la direction régionale de Bouaké 1 affrontent les épreuves de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CPE et le concours d'entrée en 6e. Des épreuves marquant le démarrage des examens scolaires à grand tirage. Les écoliers ont eu le soutien des autorités administratives. Cette année, les cours ont été fortement perturbés par les soubresauts que Bouaké a connus. Et au nom de Monsieur le Préfet, je suis venu encourager les enfants. Pour cette année, plusieurs innovations. Nous avons déjà eu à former les différents acteurs à l'effet de lutter contre la tricherie. À partir de la plateforme sur laquelle tous les enfants ont été inscrits, puissent tirer les convocations de chaque enfant. Donc tous les enfants ont pu obtenir leur convocation. Des candidats libres prennent également part à cet examen. Un précieux sésame pour leur ouvrir les portes des concours et des promotions professionnelles. Je suis venu passer le CP à cause du prêche. Je dois constituer des dossiers, on m'a demandé ça, et on veut ça forcément, donc je passe en candidat libre. Des équipes médicales sont déployées dans les différents centres d'examen pour la santé des candidats.
Et c'est un commentaire plutôt de Charles Tatou de RTI Bouaké. Après Bouaké capture Béoumi, une autre localité de la région de Gbeke à Béoumi. Selon notre reporter Amadou Ouattara Oualte, les épreuves se déroulent dans la quiétude. L'examen du certificat d'études primaires élémentaires CPE section 2017 a débuté à Béoumi aux alentours de 8 heures par l'exploitation de tests. Ici, 2 inspections de l'enseignement primaire et préscolaire totalisent 2928 candidats, dont 1158 filles. Ces candidats composent dans 12 centres sous l'œil vigilant de 300 surveillants. Le préfet de Béoumi et les responsables régionaux ont visité des centres de composition afin de donner des conseils, encourager les candidats et s'imprégner du bon déroulement des épreuves. Vous avez déjà suivi le programme en classe. Donc ce sont des épreuves qui sont à votre portée. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller de ne pas avoir peur. Au nom de Madame la ministre de l'Éducation nationale, je voudrais vous souhaiter bonne chance. Il est interdit dans le centre les téléphones portables dans les mains des encadreurs et pas de rapprochement trop évident auprès d'un candidat pendant la composition parce que d'autres peuvent se mouvoir. Ah, pour lui, c'est bien, hein? Les examinateurs l'aident, même s'il n'en est pas question. Donc ce conseil-là, c'est d'abord pour dire que les enfants sont les mêmes, que nos collaborateurs, les enseignants, doivent avoir suffisamment de conscience pour que vraiment personne ne soit lésé et qu'on puisse témoigner que l'examen s'est passé dans de bonnes conditions. Ça rassure tout le monde. Au groupe scolaire Latobo et au groupe scolaire Béoumi 1, les forces de l'ordre sont présentes pour rassurer candidats, surveillants et parents d'élèves. Voilà, et rappelons que les résultats de l'examen du certificat d'études primaires élémentaires CPE sont attendus le 17 juin prochain. Deuxième grand titre de cette édition, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est arrivé en Belgique où il prendra part à l'édition 2017 des Journées européennes du développement GED. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara. Victorien Angwa. Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, est arrivé à Bruxelles ce lundi à 17h45, heure locale, pour prendre part aux Journées européennes du développement JED 2017 les 7 et 8 juin en Belgique. Il a été accueilli par l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire près le Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et l'Union européenne, Excellence Jean-Vincent Zinsou, des fonctionnaires de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Royaume de Belgique et des conseillers de la présidence de la République. Les JED 2017, c'est le premier forum européen de coopération et de développement international. Une nouvelle stratégie mondiale pour relever les défis actuels du développement est au cœur de la rencontre qui se tiendra en présence de plusieurs personnalités politiques, des acteurs du développement engagés dans la lutte contre la pauvreté et du monde des finances. Thème: investir dans le développement. 3 sous-thèmes seront développés au cours de ce forum: investir dans les hommes et la planète, investir dans la prospérité et investir dans la paix et le partenariat. Thème étroitement lié à l'agenda des 17 objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Accent sera mis sur l'engagement du secteur privé en tant que partenaire du développement économique. La plupart des États n'ont pas toujours les moyens de pouvoir accompagner le développement. En tout cas, la stratégie du président Ouattara, vous le savez, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est de faire en sorte que le secteur privé joue un rôle de plus en plus important dans le développement. Si vous prenez le plan de développement 2012-2015, 63% d'investissements ont été faits par le secteur privé. Vous voyez, sur les 22 milliards de dollars qui avaient été prévus donc, sur cette période là-bas, et dans le prochain plan quinquennat 2016-2020, c'est sur les 30 000 milliards de francs CFA ou 60 milliards à peu près de dollars, c'est le secteur privé qui sera donc le moteur de la croissance. Le vice-président ivoirien participera à des panels, des tables rondes et des huis clos. Daniel Kablan-Duncan aura des rencontres bilatérales avec les chefs d'État sénégalais, guinéens et rwandais. Sont également inscrits dans le calendrier du vice-président ivoirien des rencontres avec le Premier ministre belge, des autorités de la Commission de l'Union européenne, la directrice générale du Fonds monétaire international Christine Lagarde et des opérateurs économiques. Les Journées européennes du développement rassemblent chaque année environ 6 000 participants issus de tous les secteurs d'activité à travers le monde entier.
Victorien Ngoua, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, lui, est en visite au Cap-Vert. Pascal Abinan est allé s'imprégner de l'expérience de ce pays pour réussir la modernisation de l'administration ivoirienne. Victorine Yaoyoboué. Le Cap-Vert, une réussite en matière de modernisation de l'administration. La Côte d'Ivoire veut s'inspirer de ce bel exemple africain. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration est donc à Praia, la capitale capverdienne, pour 4 jours, accompagné des directeurs généraux de la modernisation de l'administration et de la Poste. La délégation a été reçue lundi par le ministre capverdien des Finances en charge de l'administration. Olavo Correa a présenté ce qui constitue l'innovation capverdienne, à savoir la Maison du Citoyen. La Maison du Citoyen est en fait un guichet unique de tous les services de l'administration et de leur paiement à partir de la gouvernance électronique. Avec cette intégration numérique, le Cap-Vert a su résoudre les problèmes tels que les faux frais, la lourdeur administrative, les fonctionnaires fictifs. Après la visite des différents services, le ministre Pascal Abinan a été édifié par les résultats. Nous avons appris par les agences de notation internationales que le Cap-Vert est parmi les pays, les 10 pays au monde les plus réformateurs en termes de gouvernance électronique. C'est une performance phénoménale pour un pays africain. Alors, dans le cadre de la coopération Sud-Sud, nous avons jugé utile de venir voir l'expérience du Cap-Vert. Parce que cette problématique de gouvernance électronique se pose à tous les pays africains. Et qui plus est, nous sommes dans la CEDEAO avec le Cap-Vert. Donc ce qui a été réussi ici, nous voulons reproduire ça chez nous en l'adaptant, bien entendu, à notre contexte. Le Cap-Vert compte 18 000 fonctionnaires, quand la Côte d'Ivoire en a environ 180 000. Alors le chantier s'annonce immense, mais Pascal Abinan se dit confiant pour transformer l'administration ivoirienne. Après le ministère des Finances, le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration sera reçu par le Premier ministre et le président de la République du Cap-Vert. Victorine Yaoyoboué, un mot de santé chez la rupture de stock de médicaments contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose perturbent la lutte contre ces maladies ici en Côte d'Ivoire. Pour remédier à cela, la plateforme de la société civile engagée contre ces maladies a entrepris des actions en collaboration avec l'État de Côte d'Ivoire et la Banque mondiale. Serge Kolia. Le sida, le paludisme, la tuberculose, 3 pandémies que l'État ivoirien veut éradiquer d'ici à 2030. Dans sa stratégie, la collaboration avec la société civile occupe une place de choix. Un partenariat qui fonctionne bien. C'est une action qui contribue donc à la facilitation de l'accessibilité des populations aux soins de santé en veillant non seulement au respect donc des directives, mais également en s'assurant qu'il n'y a pas de rupture. Il s'agit ici de la rupture du stock des médicaments antirétroviraux, antipaludéens et antituberculeux. C'est l'un des problèmes majeurs qui freinent la lutte contre ces 3 maladies. Pour trouver une solution définitive, la plateforme des réseaux effectifs de la société civile engagée dans la lutte contre ces maladies se réunit en présence de tous ses partenaires. Au niveau de la nouvelle PSP par exemple, c'est une structure qui n'a pas assez de véhicules. Donc on constate véritablement quelques ruptures dans des districts qui sont un peu éloignés d'Abidjan. Bon, en plus de cela, il y a des agents de santé qui véritablement essayent de faire certaines choses, mais nous essayons quand même de les sensibiliser pour pouvoir remédier à tous ces petits problèmes-là. On est quand même beaucoup satisfait des résultats qui sont produits. Donc le CCM, en tout cas, est prêt à les accompagner à tout moment, en tout cas pourvu que le Fonds mondial, qui est notre bailleur, arrive en tout cas à
reconduire les activités qu'ils font. Cette rencontre avec le gouvernement ivoirien et le CCM marque la fin de la deuxième phase du projet pour améliorer la qualité de service des acteurs communautaires engagés dans la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Elle est tout à fait autre chose à présent. Hier, lundi 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement. Rapprochons les populations de la nature est le thème retenu pour cette année 2017. Adrienne Grace-Kando. La Côte d'Ivoire dispose d'un réseau constitué de 14 aires protégées d'une superficie de 2,1 millions d'hectares. Ces parcs nationaux et réserves constituent des écosystèmes très utiles à l'homme. Leur valeur au plan social, éducatif, touristique, culturel, scientifique, environnemental et économique reste indéniable. Mais force est de constater que ces paysages naturels sont menacés par le désordre et les exploitations anarchiques telles que l'orpaillage clandestin qui souille les terres et les rend inutilisables. Conséquence, la biodiversité en pâtit. À l'occasion donc de la Journée mondiale de l'environnement célébrée ce lundi 5 juin, le gouvernement ivoirien invite les populations à se réconcilier avec la nature, un don gratuit à préserver pour les générations futures. Ce mardi se tiendra la célébration officielle au Parc national du Banco, poumon vert de la capitale économique. C'est le premier parc national ivoirien créé en 1953. Il représente l'un des derniers vestiges de la forêt dense du sud de la Côte d'Ivoire. Autre sujet relatif à l'environnement, un projet vient d'être initié par le gouvernement ivoirien pour reboiser chez les flancs de montagne dégradés de l'ouest de la Côte d'Ivoire et restituer la beauté de ces sites touristiques. F. Bouetao est amant pour RTI 1. Les pratiques telles que l'agriculture intensive, le concassage de gravier, l'urbanisation anarchique sont à la base de la dénudation très avancée des flancs de montagne de l'ouest ivoirien. Une situation aux conséquences notables sur l'environnement. Cette déforestation avec les vents, les pluies vont entraîner les phénomènes de chablis et puis nous allons assister à l'érosion qui va entraîner aussi la paupérisation des populations. Aujourd'hui, nous constatons que avec la disparition de la forêt, il y a un réchauffement climatique. Il fait beaucoup plus chaud actuellement et nous constatons que les pluies qui étaient assez permanentes, la saison des pluies qui durait longtemps, aujourd'hui, il y a un raccourcissement de la saison des pluies. Il est donc temps de réagir. Un projet est initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire, le reboisement des flancs de montagne. Il s'agit de pouvoir aménager ces flancs de montagne pour que les populations puissent continuer à y cultiver les spéculations agricoles tout en mettant le reboisement pour pouvoir mettre en place un couvert forestier. Pour faire adhérer la participation et l'implication de tous au projet, des campagnes de sensibilisation et d'information sont donc menées dans le département de Mans, au niveau des sous-préfectures de Mans, Bangbe-Guneyati, Sandougou-Soba et Zagoué. Ces séances ont vu la participation des autorités administratives, coutumières et de toutes les couches des populations. Nous avons été très heureux de recevoir la délégation du ministère des Eaux et Forêts et du ministère de l'Intérieur. Et nous ferons tout en tant que fils du village pour que nos parents adhèrent massivement au projet. C'est pour l'avenir de nous tous. C'est sûr que ça peut nous arranger d'ici du jour où on en demande. Notre village est entouré de montagnes. Et tout ce qui est inconvénient, s'il n'y a pas de reboisement sur ces montagnes, donc je voudrais dire que nous adhérons pleinement à ce projet. Le projet est beaucoup intéressant. Je tiens à sensibiliser ma population pour qu'au moins on puisse adhérer pour le projet. Le projet reboisement des flancs de montagne bénéficie d'un appui financier du FIDA, Fonds international de développement agricole, par le biais du Propacom, projet d'appui à la commercialisation. À terme, ce sont 400 hectares de flancs de montagne qui seront reboisés sur une période de 3 ans. Reportage de F. Bouetao. L'insertion des jeunes dans la vie active est une préoccupation dans la localité de San Pedro. 300 jeunes qui viennent d'être formés vont pouvoir s'insérer dans la vie socio-professionnelle dans cette localité. On en parle avec Sam Konon et Thérèse Tapeyoboué.
L'enseignement technique et la formation professionnelle se portent bien à San Pedro. 305 élèves formés en comptabilité, secrétariat, coiffure, couture, esthétique, caisse, auxiliaires en pharmacie et sanitaire vont bientôt être opérationnels dans le cadre de l'emploi jeune. Après 6 mois de formation pour les uns, 2 ou 3 années pour les autres, ils sortent avec des qualifications qui leur permettront de se frotter au monde du travail. On ne va pas à l'émergence avec des paresseux. On va à l'émergence avec des battants, des gens qui ont du cœur, des gens qui honorent leurs parents. Vous ne savez pas, mais qu'à la fin de l'année, vous êtes réussi à vos examens, vos parents sont les plus fiers. Ces jeunes font la fierté de la formatrice. Elle les invite à être des modèles dans la société. En formation continue, cette année, nous avons formé plus de 100 professionnels réunis au sein de la Chambre des métiers de la coiffure et esthétique à Abidjan-Cocody. Et nous venons à peine de démarrer une formation de coiffure et esthéticien de la ville de Dabou. Une fois la théorie terminée, les uns iront en entreprise, d'autres vont créer leur propre petite et moyenne entreprise pour participer à l'émergence de la Côte d'Ivoire. Autre sujet, chez l'Autorité nationale des régulations des marchés publics ANRNP forme les acteurs de l'administration, du secteur public, du privé et de la société civile. C'était à Boaké la formation a porté sur la gestion des contentieux des marchés publics. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Renforcement des capacités des acteurs de la commande publique en région et amélioration du fonctionnement du système des marchés publics. Telles sont les réelles motivations de l'Autorité nationale des régulations des marchés publics, ANRMP. À la session de formation des acteurs de l'administration du secteur public privé et de la société civile. À Boaké, il a été question d'expliquer les règles établies pour éviter l'arbitraire. Aujourd'hui, la définition de la notion des marchés a changé et il y a également aujourd'hui des procédures simplifiées. Après plus de 200 décisions rendues, après plus d'une quarantaine d'annulations, avec plus de 30 entreprises qui sont sous sanction et exclues de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire pendant 2 ans parce qu'elles se sont livrées donc à des inaptitudes délibérées, à des manœuvres de corruption, on peut dire que nous avons un stock suffisant pour former, informer et sensibiliser sur le contentieux des marchés publics. Dans le cadre de la passation des marchés publics, les enjeux financiers sont de grande importance, d'où la prévention et la gestion du contentieux des marchés publics. Avec le directeur de la formation, les procédures concurrentielles. Il y a le seuil de 100 millions pour les administrations publiques, ministères, services déconcentrés de l'État, EPN, projets. Pour les collectivités territoriales, qui sont donc les communes et les régions, le seuil est de 30 millions. Et donc, les procédures simplifiées vont concerner toutes les dépenses qui sont en dessous de ce seuil. Il y a 3 types de procédures simplifiées. Le développement n'attend pas. Pour le maire de la commune de Boaké, l'ANRMP aidera Boaké à se relever. À l'ANRMP, les choses ont véritablement changé pour une bonne gouvernance dans la passation des marchés publics. Voilà, après Boaké, la RNP mettra le cap sur San Pedro, à Bangourou et à Boasso. La Cour d'assises a ouvert à Daloise sa première session pour l'année 2016-2017. Une vingtaine d'affaires liées à des crimes seront jugées pendant un mois, nous dit Konaté Ngada. Ces assises, qui dureront un mois, examineront une vingtaine d'affaires criminelles, dont des assassinats, des coups et blessures volontaires, des viols et tentatives de viol et de meurtre. Les délibérations de ces affaires sont placées sous la présidence de Kwame Augustin, premier président de la Cour d'appel de Daloa. La séance d'ouverture a donné l'occasion au président de la Cour d'assises de Daloa de mettre en évidence le rôle déterminant que jouent les témoins dans le procès pénal. Pour Dadi Séraphin, avocat général de ces sessions d'assises, ces audiences doivent permettre de prononcer des peines sévères pour décourager les coupables. Nous espérons qu'avec la tenue des assises, nos concitoyens prendront la pleine mesure des actes qu'ils poseront. Car comme on le dit, la peur du gendarme est le commencement de la sagesse. Si des peines assez sévères ou rigoureuses leur sont appliquées, nous sommes convaincus qu'ils en tireront les conséquences et s'ils se garderont de poser des actes répréhensibles.
Mais malheureusement, en tant que procureur général, ce que je peux vous dire, c'est que dans ma zone de compétence, je suis au regret de vous dire que les viols et puis les crimes de sang sont nombreux. Et en tant que représentant du ministère public, j'ai instruit mon représentant, l'avocat général qui va prendre ses assises, de faire tout pour obtenir le maximum de peines afin que cela décourage toute éventuelle reprise de ces infractions-là. Le président de la cour d'assises de Daloa a conseillé aux jurés de ne pas trahir leur serment et la confiance placée en eux par le peuple ivoirien au nom duquel ils jugeront leurs concitoyens. Les ex-combattants de Côte d'Ivoire ont décidé d'apporter leur contribution à la cohésion sociale. Ils disent désormais s'appeler les ambassadeurs de la paix. Les ex-combattants disent non à la violence. Ils s'engagent résolument à contribuer à asseoir un climat de paix en Côte d'Ivoire. Dans un premier temps, demander pardon à la nation et à son excellence Alassane Ouattara. Par rapport à ce qui s'est passé, que vous savez, nous demandons à toute la population de Bouaké vraiment de nous pardonner et de pardonner les ex-combattants. Désormais, je pense que toute la Côte d'Ivoire doit retenir quelque chose, que les ex-combattants de Côte d'Ivoire sont devenus des ambassadeurs de la paix. Un cadre de dialogue, dès lors, est envisageable. Je voudrais les engager à être de véritables ambassadeurs de la paix pour que vraiment Bouaké puisse retrouver sa quiétude. Aujourd'hui, le dialogue est déjà renoué, puisqu'on a eu l'occasion de parler avec le ministre d'État, le ministre de l'Intérieur, même si ce n'est pas dans un cadre formel, mais il a pris l'engagement de porter leurs propositions et leurs préoccupations au niveau du gouvernement. Les ex-combattants avaient, vers la fin du mois de mai, fermé le corridor principal de Bouaké. Des remous s'en sont suivis. Les heures sombres passées, le gouvernement vient en soutien aux familles endeuillées lors de ce triste épisode. Au nombre de 7, chaque famille a reçu 1 million de francs CFA. La reconnaissance suit. Nous avons reçu 1 million chacun. Merci au ministre Ahmed Bagayoko, au gouvernement tout entier, parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui nous n'avons pas dépensé même un rond pour avoir les corps. Les ambassadeurs de la paix entendent sillonner tout le pays à l'effet de prôner le message de paix tant souhaité en Côte d'Ivoire. Et c'est un reportage d'Abdoul Kader Sogodogo Guédouman de RTI Bouaké. Au Mali, les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Niger, du Tchad et de la Mauritanie se sont réunis hier lundi pour faire le point sur l'avancée du G5 Sahel. Une force armée sous-régionale de plus de 10 000 soldats doit être mise en place pour lutter contre le terrorisme. L'Union européenne va apporter une aide financière de 50 millions d'euros, soit plus de 32 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce projet. Le bilan de l'attentat au camion piégé qui a frappé mercredi dernier le quartier diplomatique de Kaboul est passé à plus de 150 morts selon le président afghan Ashraf Ghani. Il a donné cette information ce mardi matin à l'occasion d'une conférence multinationale pour la paix. Le précédent bilan de cet attentat était de 90 morts. Et cette information triste, le milieu de terrain international ivoirien Cheikh Tioté est décédé hier à l'âge de 30 ans des suites d'une crise cardiaque à l'entraînement de son équipe, le Beijing Enterprises Group FC. Il évoluait dans ce club de 2e division chinoise depuis février dernier. Mamadou Kwasi. La mort a frappé le football ivoirien. Cheikh Ismaël Tioté est décédé en Chine ce lundi. Alors qu'il s'entraînait avec son club, l'international ivoirien s'est effondré, victime d'un malaise. Transporté à l'hôpital, son décès a été constaté, victime d'un arrêt cardiaque. Âgé seulement de 30 ans, Cheikh Ismaël Tioté avait rejoint en février dernier le club chinois de Beijing BG, un club de 2e division. Le milieu défensif se singularise par son acharnement au travail et sa promptitude à répondre présent lors des duels. Il a joué dans plusieurs clubs, à savoir Anderlecht en Belgique, où il était champion en 2006 et en 2007, puis Roda GC et Twente aux Pays-Bas, où il serait également champion en 2010. À la suite de ce titre hollandais, il regagne le club de Newcastle en Angleterre pour 7 saisons. Avec les éléphants, Cheikh Ismaël Tioté aurait honoré 37 rendez-vous, une équipe ivoirienne avec laquelle il a remporté la CAN 2015. Adieu les champions d'Afrique, adieu Tioté.
Le président de la République, Alassane Ouattara, salue la mémoire de Tioté Cheick, un joueur talentueux qui a contribué au rayonnement du football ivoirien. Il a adressé ses condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches et au monde sportif. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.